Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Dandonneau. C'est une histoire assez courte, mais complètement hors du commun, que j'ai découverte très récemment sous les conseils de Christophe Ferré, un auteur de polar avec qui j'avais bien sympathisé au Salon du Livre de Narbonne. Du coup, Christophe, si tu passes par là, merci beaucoup de m'avoir parlé de cette affaire, et j'espère qu'elle vous intéressera autant que moi. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti! Tout commence dans la nuit du 6 au 7 juin 1987. Nous sommes dans l'Hérault, au-dessus de Béziers, dans un petit village qui s'appelle Selles et Rocozels. Il est aux alentours d'1h30 du matin. Un villageois est réveillé brusquement par des martèlements à sa porte. Il y a un homme dehors qui appelle au secours. Il explique qu'il vient d'avoir un accident de voiture et que son ami, qui était passager, s'est évanoui et est resté coincé dans la voiture qui risque de prendre feu. Il faut appeler les secours de toute urgence. Cet homme, il s'appelle Daniel Bloire et bizarrement, personne ne remarque tout de suite qu'il n'est ni blessé, ni même essoufflé. Mais revenons-en à l'action. L'accident a eu lieu quelques kilomètres plus haut, plus précisément dans un lieu dit appelé, et là je vous jure que je l'invente pas, le col de l'homme mort. Malheureusement, quand les pompiers et les gendarmes arrivent sur les lieux du drame, la voiture est déjà consumée par les flammes. De la carcasse de l'Austin Metro, on désincarcère un corps complètement calciné. C'est celui d'un ami de Daniel Bloire, Yves Dandonneau. Je me permets de vous présenter en quelques mots la victime et son ami. Yves Dandonneau, 41 ans, retrouvé mort dans la voiture, a travaillé un moment dans les assurances avant de monter sa propre entreprise de jouets et matériel pour bébés. Il était marié et avait un enfant. Daniel Bloire, le conducteur qui, lui, a survécu à l'accident, est chef de bloc opératoire dans un hôpital à Sarcelles. Les deux hommes vivaient tous les deux près de Paris, mais Dandonneau avait de la famille dans la région. Marie-Thérèse, la femme d'Yves Dandonneau, est avertie du drame et elle a la lourde tâche de venir pour tenter d'identifier le corps, ce qui n'est franchement pas facile étant donné que il a complètement brûlé, je vous le rappelle. Elle vient accompagnée de Danielle Simonin, la secrétaire d'Yves, et au passage également son ex-maîtresse, mais ça je crois que Marie-Thérèse ne le savait pas. Et Marie-Thérèse identifie le corps de son mari grâce à un morceau de tissu provenant de ses sous-vêtements. 2 jours plus tard, Yves Dandonneau est incinéré conformément à ses volontés et sa famille disperse ses cendres avec beaucoup d'émotion. Daniel Bloire est présent, mais certains membres de la famille, comme la mère de Dandonneau, ne lui adressent absolument pas la parole. Puis le temps commence à passer, le fait divers est rapidement oublié. Tout aurait pu s'arrêter là évidemment, mais vous vous doutez bien que si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un petit peu plus qu'un simple accident de voiture. Près de Cannes, dans les semaines qui suivent, un nouvel habitant s'installe dans une villa près du Rouret, une petite commune des Alpes-Maritimes. Bernard Depen, c'est son nom, se fait plutôt discret. Peut-être qu'il s'est retiré au calme de ce village pour que la cicatrisation de ses opérations se fasse plus vite. En peu de temps, il a subi plusieurs interventions esthétiques, lifting, chirurgie des yeux, etc. Tout ça pour tenter de cacher les traits d'une ancienne vie quand, quelques semaines plus tôt, il était encore père de famille, PDG de son entreprise et s'appelait Yves Dandonneau. Et oui, parce que l'homme retrouvé calciné dans l'Austin Metro, identifié à la morgue et incinéré, c'était pas lui. Tout n'a été qu'une mise en scène orchestrée par Dandonneau, aidée par plusieurs complices, pour se faire passer pour mort. Mais alors quel est le mobile ? L'argent évidemment. Dandonneau avait souscrit à 8 assurances-vie dans les mois qui ont précédé sa fausse mort, et c'est d'ailleurs ça qui a fini par alerter des soupçons.
Avant de vous expliquer plus en détail la mise en scène de l'accident, il faut déjà que je vous en dise un petit peu plus sur le passé d'Yves Dandonneau et sur ses motivations. Son enfance a été très difficile. Le père d'Yves était un gendarme strict, alcoolique, paranoïaque, ultra violent. Pour vous situer le degré d'horreur que c'était de vivre avec ce personnage, un soir, alors que la mère d'Yves était rentrée un petit peu tard d'une répétition de violon, ce fou furieux lui a cassé tous les doigts un par un. Bref, Yves Dandonneau finit par prendre son envol et il va avoir différents métiers. Il est pendant un moment dessinateur pour la gendarmerie, puis il travaille, comme je vous le disais, dans les assurances à la Legal & General. Il est tellement doué pour ça qu'il est rapidement surnommé par ses collègues le Lucky Luke des assurances. Il faut dire qu'Yves Dandonneau, il a la tchatche, il a du charisme, un côté un peu charmeur même selon les femmes, et il peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Sauf que c'est une sorte d'hyperactif ce bonhomme, il a toujours des nouvelles idées et le monde des assurances, ça le dégoûte d'une certaine façon. Pour lui, le principe même d'assurance, c'est une escroquerie légale. Alors il va se lancer dans un nouveau projet, lancer un tout nouveau prototype de chaise pour bébé. Et comme je vous le disais, il monte sa propre boîte de matériel et jouets pour enfants. Et puis, il y a une autre idée qui lui trotte dans la tête. En fait, elle est là depuis presque toujours dans un coin de sa tête, ou en tout cas depuis très longtemps. C'est plus un rêve qu'autre chose en fait, mais ça lui est venu en réaction aux violences parentales qu'il a lui-même subies durant son enfance. Il veut ouvrir sa propre école avec ses propres concepts forts d'éducation, tournés bien sûr vers le positif. Enfin voilà, il a envie de révolutionner le système éducatif et pour ça il se dit qu'il faudrait pouvoir s'installer dans un endroit bien spécifique, une île dans la Méditerranée, près de la Grèce. Et puis, il aurait un bateau aussi, parce qu'il en a toujours rêvé de ça aussi. Et pour ce projet, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et sur ce, en rendant visite à sa femme sur son lieu de travail à l'hôpital, Dandonneau rencontre un de ses collègues, Daniel Bloire. Et c'est comme ça que l'idée finit par germer dans son esprit, ça lui paraît tout simple. Il suffit de souscrire à des assurances-vie et de se faire passer pour mort en subtilisant un cadavre de la morgue grâce à son complice Bloire. Ensuite, pendant quelques temps, il se fera oublier dans un coin de la France, changera de visage et hop, avec l'argent, il déménage en Grèce et il peut recommencer une nouvelle vie avec sa femme et leur fils, ouvrir son école et vivre la vie de ses rêves. Il suffit juste de convaincre Bloire et honnêtement, c'est pas si compliqué, surtout quand tout s'achète avec une liasse de billets et quelques verres de vodka et que l'homme en question a justement des problèmes d'argent et un accès à des corps de personnes non identifiées. C'est donc d'accord entre les deux hommes. Yves Dandonneau commence à prendre des assurances-vie et à signer plusieurs contrats. Il fait également une nouvelle rencontre, celle de François Meunier. C'est un jeune homme qui approche des 30 ans, qui était pupille de la Nation et qui lui propose de devenir le cuisinier de la future école de Dandonneau. Alors tout est prêt, il ne manque plus qu'à mettre en scène l'accident pour récupérer les sous. Sauf que Daniel Bloire baisse les bras. Il a tout essayé, c'est impossible de sortir un corps de la morgue sans que ça n'alerte quelqu'un et qu'il se fasse griller. Évidemment, c'est pas parce que les corps ne sont pas identifiés qu'ils sont pas comptabilisés et suivis. Bref, c'est trop risqué et Bloire doit renoncer à sa part du deal. Mais Dandonneau, lui, il compte pas abandonner son plan si facilement et c'est là que malheureusement on va basculer dans l'horreur bien au-delà de la simple fraude à l'assurance et du vol de corps à la morgue. Yves Dandonneau, il est prêt à tout pour récupérer son argent, même à tuer. Alors, les versions divergent bien entendu pour savoir qui a eu l'idée en premier, mais en gros, entre Dandonneau et François Meunier, une nouvelle idée fait son apparition. Puisqu'on ne peut pas récupérer un cadavre, il va falloir tuer un homme. Et pour ça, ils vont s'en prendre à quelqu'un d'invisible, qu'on ne risque pas vraiment de rechercher, un SDF. Dandonneau et Meunier ramassent un sans-abri trouvé dans un bar près de Gare du Nord et ils l'emmènent avec eux dans le sud de la France. Dans leur bagage, ils ont caché du Valium et plusieurs bouteilles de whisky qu'ils font avaler au SDF. L'homme s'appelle Joël Hippo et il a lui aussi un parcours de vie absolument tragique. C'était autrefois un homme vraiment brillant, très intelligent, il avait même été le plus jeune bachelier de France pour vous dire. Il avait un diplôme de droit, il vivait une super vie jusqu'à ce qu'un divorce ne le brise et le jette à la rue. Depuis, ça avait été la déchéance, la tristesse, l'alcoolisme, la précarité, mais ça Dandonneau, il le sait pas, et d'ailleurs ça ne l'intéresse probablement pas,
Lui, tout ce qu'il voit, c'est un pauvre type complètement ivre et ça ne déclenche en lui qu'un souvenir de son propre père qu'il méprise. Lorsqu'ils arrivent au col de l'homme mort, Joël Hippo est déjà tombé en coma éthylique à cause de tout ce que lui ont refilé les deux qui l'avaient enlevé. Meunier et Dandonneau l'installent sur le siège passager de la voiture, qu'ils précipitent contre un rocher au bord de la route, et puis ils incendient le véhicule avec le sans-abri à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué. Les gendarmes ne sont pas particulièrement suspicieux lors de l'ouverture de l'enquête, étant donné que Marie-Thérèse, la femme et complice de Dandonneau, dit le reconnaître à la morgue. L'affaire est tout de suite classée. C'était un banal accident, c'est triste, mais c'est comme ça, bonsoir. Mais alors comment est-ce qu'on a fini par découvrir la vérité ? Disons qu'il y avait quand même certaines personnes qui n'avaient pas trop intérêt à ce que la version de l'accident livrée par Daniel Bloire soit véridique, et ceux qui devaient sortir l'argent, soit les compagnies d'assurance. Alors sur les 8 contrats différents souscrits par Dandonneau, il y a quand même 5 compagnies qui ont versé l'argent sans être plus regardantes que ça. Mais les 3 dernières, elles ont chacune eu, de leur côté, un petit peu de mal à faire passer la pilule pour plusieurs raisons. Déjà, comme je vous le disais, parce que les contrats, ils ont été pris assez peu de temps avant l'accident, environ 3 mois avant. Ensuite, parce que certaines clauses étaient particulières. Par exemple, dans l'une d'elles, Dandonneau, il avait fait tripler le montant du dédommagement au cas où il mourrait dans un accident de la route. Et ensuite, quand tout le monde a découvert qu'il avait souscrit pour 8 assurances-vie au total, évidemment. Mais en fait, si vous voulez, à ce moment-là, les assurances, elles ont surtout cru que Dandonneau, il se savait atteint d'une maladie très avancée et qu'il avait fait ça pour que sa famille puisse toucher l'argent et qu'il aurait plutôt maquillé un suicide en accident. Mais ils ne s'attendaient probablement pas à ce que ce soit en fait un crime qui soit révélé. Donc on commence par reprendre l'enquête et tout de suite, on se rend compte que, effectivement, il y a quand même des choses qui disent que ça peut pas être un accident. Déjà, on voit que la voiture, elle roulait vraiment pas vite. Elle était en secondes lors de la collision, donc c'était quand même vraiment pas rapide. Ensuite, on voit qu'il n'y a pas de traces de freinage sur la route. Le rocher en question où la voiture s'est plantée, il est en bord de route, c'est vrai, mais c'était une ligne droite. Donc il n'y avait aucune raison pour que le conducteur tourne brusquement le volant et le percute. Et ensuite, la voiture, elle a complètement brûlé. Il restait vraiment plus rien. Et c'est bizarre pour un départ de feu accidentel qui n'a pas duré si longtemps que ça normalement. Et puis pourquoi Daniel Bloire, qui travaille à l'hôpital et qui a une formation de secouriste, n'a pas essayé de sauver son ami en le sortant de la voiture ? Ça fait juste trop de choses louches et l'enquête reprend. Un laboratoire parvient à récupérer quelques grammes d'os qui vont permettre, par je ne sais quel miracle, de reconstituer la mâchoire de la personne décédée dans la voiture. Et en fait, on voit qu'il manque 2 dents de sagesse à la victime, dents qui avaient été retirées. Or, en comparant avec le dossier dentaire d'Yves Dandonneau, on voit bien que lui, il avait toutes ses dents, donc le mort, c'était pas Dandonneau. Un portrait robot de la victime est diffusé dans le magazine Détective et bingo, quelqu'un rappelle, l'identité de Joël Hippo est désormais rétablie. Maintenant pour les enquêteurs, il va falloir la jouer fine pour réussir à attraper le criminel mais aussi ses complices sans qu'ils se préviennent les uns les autres. Et très vite à Paris, il y a des choses bizarres qui se passent. La femme de Dandonneau, Marie-Thérèse et la secrétaire Danielle Simonin retirent 2,4 millions de francs en liquide à la poste. Les employés de la poste trouvent ça tellement bizarre qu'ils décident de prévenir la police, les enquêteurs arrivent, ils vont un petit peu ménager les 2 femmes mais ils les placent quand même en garde à vue. Bon, elles sont finalement relâchées mais suite à ça elles vont être mises sous écoute et très souvent prises en filature. C'est pendant ce temps que Dandonneau s'installe dans la villa près de Cannes et qui va décider de passer sous le bistouri afin de changer de visage. Il y a aussi François Meunier qui reste à ses côtés pour l'aider au quotidien et lui éviter de trop souvent sortir. Finalement, après quelques mois d'écoute et d'enquête, les gendarmes retrouvent la trace de Dandonneau. Le 15 janvier 1988, ils encerclent sa villa au Rouret et procèdent à son interpellation. Dandonneau se laisse faire, il sait qu'il est pris, il décline sa véritable identité et balance tous les noms de ses complices sans difficulté. Avant même la tombée du soir, ils sont tous mis en état d'arrestation. Le procès pour le meurtre de Joël Hippo a commencé le 12 octobre 1992 à Montpellier. C'est l'avocat Éric Dupond-Moretti qui représentait la compagne de Joël Hippo et qui a fait, selon les récits, une plaidoirie particulièrement marquante pour insister sur l'humanité de la victime et lui redonner sa dignité, alors que Dandonneau l'avait qualifié de déchet humain.
Le 16 octobre, le verdict a été rendu. Yves Dandonneau a écopé d'une peine de 20 ans d'emprisonnement, 14 ans pour Daniel Bloire et 9 ans pour François Meunier. Marie-Thérèse Hérault, la femme de Dandonneau, et Danielle Simonin ont, elles, reçu une peine de 4 ans avec sursis pour complicité dans le crime. Finalement, grâce aux remises de peine, Yves Dandonneau a été libéré en novembre 2001 après 13 ans passés derrière les barreaux. Il est donc désormais en liberté et n'a plus jamais refait parler de lui. Alors vous vous dites probablement que cette affaire pourrait inspirer un scénario de film, et en fait, c'est le cas. L'histoire a inspiré Claude Chabrol pour son film Bel Ami, sorti en 2009, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est un autre film qui avait plus ou moins donné l'idée à Dandonneau et à ses complices. Assurance pour la mort a été réalisé par Billy Wilder et est sorti en salle en 1944. Comme je vous le dis souvent, crime et art se nourrissent l'un l'autre depuis la nuit des temps, et l'affaire Dandonneau en est un dramatique exemple. J'ai hâte que vous me disiez en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire et de ses rebondissements. Personnellement, je suis toujours fascinée, c'est un bien grand mot mais je pense que vous comprendrez l'idée, par les gens qui sont capables de tout pour de l'argent. C'est vrai que l'aspect financier fait partie des mobiles qui reviennent finalement le plus souvent dans les affaires criminelles, mais ici sur cette chaîne on est plus souvent habitué à parler de crimes motivés par des pulsions sexuelles ou sadiques, au point que on en oublie parfois, en tout cas c'est mon cas, à quel point la cupidité peut être dangereuse. Et puis dans ce dossier, on brosse vraiment des portraits de plein de personnes au destin qui semble brisé. On a même tendance, pendant une bonne partie du récit, à compatir avec Dandonneau qui cherche, c'est vrai, à arnaquer des compagnies d'assurance, mais à la base, il devait pas y avoir de meurtre, et son envie d'ouvrir une école pour s'occuper d'enfants, j'imagine comme il aurait aimé qu'on s'occupe de lui, c'est plutôt touchant, mais bon, ensuite ça vire au drame et à l'horreur, et comme je vous disais, on voit bien qu'il s'en prend à un sans-abri alcoolique parce que cet homme, d'une certaine façon, lui rappelle son propre père et qu'il ne le considère pas comme un véritable humain, et finalement je trouve ça dramatique. Quant à Joël Hippo, moi ça me brise totalement le cœur. Je dis pas que c'était un saint, je l'ai pas connu et je sais pas comment il était, mais clairement c'était une personne qui a connu une véritable descente aux enfers et qui a été ciblée et assassinée à cause de sa vulnérabilité. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Comme d'habitude, si mon travail vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, un commentaire ou même de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. C'est vraiment la façon la plus simple pour soutenir ma chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Twitch, Instagram, Twitter et Facebook. Et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've been?